Nous allons plancher pendant un petit temps et surtout échanger. Donc, je vais concentrer sur, toujours dans le chapitre politique d'achat responsable, sur la problématique des critères de choix. Donc, ce matin, on a eu une réunion avec des établissements de santé qui sont des adhérents de la CAP, qui ont des critères de choix envers vous, fournisseurs. Et puis là, maintenant, je m'adresse à vous, fournisseurs, qui, de ce fait, devriez avoir, et vous avez, des critères de choix envers vos propres sous-traitants et envers vos propres fournisseurs. C'est ce qui permet de créer un cercle vertueux et une démarche qui permettent de répondre aux 4 défis qu'on a présentés au Grand Rex le mois dernier, hein, 4 défis collectifs et dont vont découler les différents critères de choix dont je vais vous parler. 4 critères qui sont face à nous, que nous devons relever individuellement et collectivement. Le premier, c'est la décarbonation des activités du secteur de la santé. Donc, c'est valable pour tous les secteurs, mais aujourd'hui, on parle spécifiquement santé. Décarbonation en intégrant les consommations d'énergie directes et indirectes, puisque les réglementations aujourd'hui en France sont assez mal faites. Elles ne concernent que la mesure de l'empreinte carbone des énergies directes, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous chauffer, de refroidir, de ventiler, d'allumer mon ordinateur ou ma souris ou la lumière. Mais ça ne représente que 10% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, alors que 90% sont représentés par, d'une part, la mobilité, d'autre part, le tri, la collecte, la valorisation des matières résiduelles, des déchets, et enfin, de la politique d'achat des uns et des autres. C'est près de 65% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, donc très certainement aussi de vos activités, à vous toutes et tous. Donc, décarboner les activités de santé, c'est travailler sur les énergies directes, mais surtout travailler sur les énergies indirectes. Sans cela, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de 2030. Donc, au-delà des réglementations, je vous engage d'ailleurs à retenir l'idée que les réglementations n'étant pas suffisantes, il faut aller au-delà, puisque les réglementations qui imposent des mesures de réduction d'émissions de gaz à effet de serre aux entreprises privées de plus de 500 salariés ne sont pas, à mon sens, adaptées, puisque même une entreprise qui a 50 ou 100 salariés, nous c'est le cas, on est 40, eh bien on fait notre empreinte carbone tous les ans, au scope 1, scope 2, scope 3, et on se fixe des objectifs chaque année pour concourir à ce grand tout et faire en sorte que nous arrivions à décarboner nos activités. Donc, premier défi à relever, la décarbonation des activités. Le deuxième, c'est la dépollution des activités, il manque un L, c'est-à-dire faire en sorte que nous réduisions les impacts de nos activités sur les écosystèmes, sur la santé ou sur la biodiversité. Donc, dépolluer nos activités, c'est très important. Il y a de très nombreux chapitres dans cet univers de la santé environnementale. On peut citer à ce moment-là le plan national santé-environnement et le plan régional santé-environnement qu'on a déjà présenté lors de ces webinaires et que je vous engage vivement à découvrir parce que pour moi, c'est la clé de toutes nos organisations de respecter les grands enjeux du PNSE, plan national santé-environnement, et de ses déclinaisons régionales parce qu'il y a dans ces différents plans les sujets, les thématiques, les solutions et les financements. Vous voulez rentrer dans une stratégie de santé environnementale, eh bien les ARS financent, depuis la loi Ségur, les politiques de santé environnementale à l'échelle des régions. Donc, ça nous concerne tous. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du CO2. C'est très bien qu'on en parle, hein, il y a une prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Si demain, on a moins de CO2, puis on n'est pas prêt d'y arriver, parce qu'avec ce qu'on a émis depuis un siècle, il va nous falloir 50 ans pour effacer ce qu'on a créé. Donc, c'est pas pour demain, on ne sera plus là les uns les autres. Par contre, si on travaille que sur le CO2 et qu'on continue à rejeter dans l'eau, dans l'air, dans les rivières, dans les sols, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, des matières chimiques extrêmement dangereuses, on n'aura rien résolu. Donc, la dépollution de nos activités, de vos activités, des produits que vous achetez ou des services que vous produisez est une véritable clé. C'est un défi pour demain. Troisième défi, la préservation des ressources naturelles. Je vais insister plus particulièrement sur la destruction des forêts dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, par nos achats, vous et moi, à titre perso, hein, Olivier le citoyen ou Olivier le pro, par mes achats, si je ne fais pas attention, je concours à cette notion de déforestation importée. Pour vous donner un chiffre, on détruit chaque année 15 millions d'hectares de forêt dans le monde par nos achats. Et l'Europe est le deuxième acteur de cette déforestation importée dans le monde. C'est nous les responsables. C'est souvent lié à des produits liés à la restauration, mais pas uniquement. On a aussi le caoutchouc, le cuir, certaines matières. Donc avoir une politique d'achat qui intègre la réduction de la déforestation importée, c'est un geste de santé publique, c'est-à-dire que ça va lutter contre les zoonoses, contre les épidémies et les pandémies de demain. Si je vous le dis de manière un peu anxiogène, si on ne le fait pas, je vous garantis qu'on ne se passera plus jamais des masques les uns et les autres dans toutes nos vies, puisque
On a identifié 5000 virus dans les animaux sauvages. Et si on continue à détruire leurs écosystèmes, ces animaux sauvages viennent dans les villes, sont au contact d'animaux domestiques et on crée zoonoses, épidémies et pandémies. Donc, dans la préservation des ressources naturelles, il y a notamment le point sur la préservation de nos forêts et de cette déforestation contre laquelle il faut lutter. Autre sujet, les ressources en eau. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la conscience en France, notamment, de la rareté du coût de l'eau. Sur le sujet de l'eau, il y a deux sujets. Il y a les quantités d'eau que nous consommons les uns et les autres dans nos organisations, entreprises, hôpitaux, entretien, système de fabrication industrielle, qu'on fabrique des DM, des aliments ou des médicaments, on consomme de l'eau. Et le deuxième sujet, c'est la réduction des effluents liquides et médicamenteux, parce qu'on est dans un pays qui a des stations d'épuration qui ne traitent pas les résidus médicamenteux. C'est un vrai problème. La Suisse a mis en place un traitement des résidus médicamenteux, pas nous. Et on est sur une explosion des résidus médicamenteux et chimiques dans l'eau dans notre pays, et que ce soit l'eau en bouteille ou l'eau du robinet. Je vous engage à visiter un site qui s'appelle Hydrodiag. Vous verrez la quantité de médicaments, de métabolites ou de résidus de pesticides ou de stupéfiants qu'il y a dans l'eau de boisson aujourd'hui. Et pour cela, ça veut dire que tous, on doit s'engager sur la réduction des consommations d'eau et la réduction de nos consommations d'effluents liquides et médicamenteux. Donc, inéluctablement, ce que je vous évoque là va rentrer dans les critères de choix de l'ensemble des produits et services que nous référençons. Quatrième défi, c'est la préservation du capital humain. Si je vous le dis autrement, c'est tout ce qui concerne la qualité de vie, la santé, le respect des droits humains dans les organisations. Et là aussi, on est face à un monde qui est en train de changer. On est dans une sorte d'hybridation du travail où aujourd'hui, entre le temps de déplacement, le temps de télétravail, le temps chez les clients et le temps en entreprise, eh bien moi, je ne parle plus de qualité de vie au travail, mais je parle de qualité de vie et de santé globale, parce que tout est en interaction, tout interagit, et la préservation de ce capital humain, eh bien, c'est notre quatrième défi, dans lequel j'intègre aussi tout ce qui est formation initiale, continue et sensibilisation sur l'ensemble de ces sujets. Alors, pour répondre à l'ensemble de ces défis, on a besoin d'une politique d'achat. Quelles sont les différentes étapes de cette politique d'achat? Eh bien, c'est de poser des critères extrêmement précis. Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire à la Prévert des critères, parce qu'on pourrait y passer la journée, mais ces critères, en fonction des produits ou services que l'on vend ou que l'on achète, eh bien, doivent intégrer les 4 défis que je vous ai évoqués. Alors là, je vais vous citer ceux qui sont pour moi aujourd'hui les plus importants à intégrer dans toutes les politiques d'achat, et c'est le contenu de l'indice vert. Vous voyez, j'ai mis une petite photo en symbole là sur le gobelet en plastique, entouré de plastique. Et puis hier, j'ai trouvé un collector des touillettes emballées, touillettes en plastique emballées en plastique. Donc, ça, si vous voulez, ça doit disparaître de nos consommations. Donc, quels sont les critères que l'on doit prioriser pour tous nos achats? Et ce que je vais vous évoquer, là, touche absolument tout type d'achat. Le premier, bien sûr, c'est la consommation d'énergie directe et indirecte, telle qu'on l'a évoqué. Ce matin, nous travaillons sur la mise à jour de la nouvelle version de l'indice vert 2023. Eh bien, l'énergie, ça touche absolument tout. Après, l'idée, c'est d'avoir une comparaison d'année en année des objectifs, une unité d'œuvre qui soit comparable. Si je fabrique des plateaux repas hospitaliers, des dispositifs médicaux ou des prestations de services, ce n'est pas forcément la même unité d'œuvre, mais on doit réduire nos consommations d'énergie en France de 40% entre 2010 et 2030. Donc là, il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qui ont déjà réduit de 20% entre 2010 et 2020, j'en connais beaucoup, dont l'objectif va être de réduire de 20% de plus entre 2020 et 2030. Ça revient à une réduction de 2% par an, ce qui est très facile à atteindre. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas commencé, qui de ce fait n'ont plus que 8 ans pour atteindre une réduction de 40%, c'est-à-dire 5% par an. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, l'énergie, directe et indirecte, fait partie des critères de choix prioritaires dans la décennie qui arrive. La provenance des matières ou des ressources, c'est la même chose. Là, on est sur la dynamique de savoir quel est le nombre de kilomètres que mon produit a dû réaliser pour arriver jusqu'à moi. Je parlais ce matin avec Paul, qui est en direct avec nous, des agrafes dans les bureaux. Vous voyez, ça peut se faire sourire de parler d'un sujet aussi anodin, des agrafes dans un bureau pour les supprimer. Et si vous calculez la provenance des matières métalliques que l'on met sur un petit morceau de papier que l'on jette quelques jours après, eh bien, c'est une empreinte qui est absolument monstrueuse, alors qu'on peut supprimer ce genre d'agrafes dans des bureaux à 100%. Donc, la provenance d'une matière fait partie
des critères qui fait que l'on est obligé de réfléchir à l'utilisation que l'on fait des choses que l'on achète. Les emballages directs et indirects, hop, il manque un S. Les emballages directs et indirects, eh bien, c'est également majeur. Nous avons mis cette question dans l'indice vert pour savoir quel est le grammage des contenants, des produits que vous produisez, que vous vendez ou que la CAP référence. Parce que les emballages, eh bien, ce sont des emplois sur le terrain qui ne sont pas très valorisés. On a des centaines de gens dans les hôpitaux, cliniques et EHPAD qui passent leur temps à gérer les emballages, donc c'est pas terrible. L'emballage direct et indirect, c'est l'empreinte carbone à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que c'est la matière elle-même, et puis c'est surtout des transports. Aujourd'hui, je vois trop de transports de camions vides à l'aller et au retour, parce que les emballages sont mal gérés et pas adaptés au contenu. Donc, la dynamique de critères de choix sur les emballages est une clé et qui va être grandissante dans les années à venir. Bien sûr, la composition d'un produit est majeure. Alors souvent, on me dit, oh, mais il y a un label, ça suffit. Non, vous verrez qu'en conclusion de mon intervention, il y a beaucoup d'allégations trompeuses aujourd'hui, et de plus en plus, surtout sur les sujets de la santé et de l'environnement. Donc, connaître la composition exhaustive d'un produit est une clé. J'en profite pour redire ce que je dis à chaque fois qu'on a un webinaire comme ça, pour les industriels qui fabriquent des dispositifs médicaux, et notamment ceux qui contiennent des terres rares ou des métaux précieux. On a absolument besoin de connaître cela. On nous répond souvent, secret de fabrication, on ne peut pas vous le dire. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, on a été capable en France de mettre en place des filières de revalorisation de l'or, du platine et même de l'iridium, qui est une terre rare qui coûte 4 fois la valeur du platine. On est sur du 120 000 euros le kilo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un pays où, puisque nous n'avons pas la composition exhaustive des dispositifs que l'on achète, on les met en DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux, ils sont détruits. détruits. Donc on détruit par incinération de l'or, du platine et de l'iridium. Pardon. Donc connaître la composition d'un dispositif médical, connaître la composition de la peinture que je vais mettre sur mon mur ou de mon revêtement de sol est une clé en termes de critères de choix. Sans la composition, logiquement, je ne suis pas capable d'acheter. Et ceci est valable absolument pour tout. Et quand je parle de composition, c'est du contenant et du contenu des deux. Bien sûr, connaître l'empreinte carbone. Encore mieux, l'analyse du cycle de vie. Donc, je vous alerte là-dessus parce que dans la loi climat et résilience, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de fournir l'analyse du cycle de vie, mais ce sera le cas à partir de 2025. Et donc, c'est la clé, puisque l'analyse du cycle de vie permet de connaître l'ensemble des ressources utilisées, l'ensemble des matières, de l'énergie, des déchets produits par un produit, de sa création jusqu'à sa revalorisation. C'est ce qu'on appelle du berceau à la tombe. L'ACV, l'analyse du cycle de vie, est une clé. C'est ce qui permet à l'ACV de faire ce qu'on appelle l'éco-conception des soins, qui est une demande très forte dans les établissements de santé. Nous sommes spécialisés là-dessus. Nous, on a à peu près une vingtaine d'études en cours pour des hôpitaux français pour faire l'éco-conception d'actes de santé ou de parcours de santé. Et pour cela, si nous n'avons pas l'analyse du cycle de vie de votre dispositif, on ne peut pas le faire. Donc, il y aura demain ceux qui fourniront l'ACV, ceux qui ne le fourniront pas. Ceux qui ne fourniront pas l'ACV ne vendront plus. Sauf si vous êtes sur un monopole, tant mieux pour vous. Mais si vous n'êtes pas sur un monopole, ceux qui ne fourniront pas ces données ne pourront plus vendre leurs produits. En ce qui concerne les matériaux de construction et de rénovation ou les produits chimiques, il y a les FDS, fiches de données de sécurité, et les FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui est une clé dans l'achat de produits d'entretien, d'hygiène ou de matériaux de construction. Moi, sans une FDES, je ne sais pas faire des travaux, je ne sais pas construire un établissement ou des bureaux ou une usine, parce que c'est le seul document qui comprend notamment les données d'ACV, mais aussi la toxicité des matières composant un produit. Prenons l'exemple des revêtements de sol ou des peintures. Eh bien, vous avez aujourd'hui des revêtements de sol ou des peintures qui relarguent dans l'atmosphère des composés organiques volatiles qui peuvent être perturbateurs endocriniens, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, et ce pendant 15 ans. Donc, si je me plante aujourd'hui sur le choix, eh bien, je me plante pour 15 ans pour la santé de mes collaborateurs, de mes clients, de mes enfants ou des nouveau-nés de ma maternité. Donc, c'est vraiment, en termes de critères de choix, une clé majeure pour les années à venir. Bien sûr, nous avons la dynamique des normes et des labels. Alors là, il y en a pléthore, tout dépend de quoi on parle. Si on veut acheter du café, des revêtements de sol ou des prestations de services, les normes et labels font partie des choses à connaître, mais à connaître en profondeur, parce que certains labels sont déclaratifs et n'ont absolument aucun intérêt. Mais ça, l'acheteur ne le sait pas forcément. Ça veut dire que là, il faut vraiment déployer une expertise et de la formation continue pour savoir véritablement ce qu'il y a à l'intérieur
d'un label. Autres thématiques qui seront de plus en plus prises en compte dans les années à venir dans les achats, c'est notamment le plan national des achats durables, le plan national de la santé et environnement et le référentiel de la Haute Autorité de Santé, qui demande à prendre en considération les nuisances sonores dans les achats, quel que soit ce que j'achète, hein, un chariot pour distribuer les petits déjeuners, des crocs pour mon personnel hospitalier, un frigo, une sonnerie de téléphone, bref, tout aujourd'hui ce que l'on achète peut être pris en considération sous l'angle de la nuisance sonore qui est générée. Également de la qualité de l'air intérieur, le taux de composés organiques volatiles qui est émis par une matière. Et les expositions aux champs électromagnétiques, CEM, puisqu'on sait que tout appareil électrique, en veille ou non, émet des champs électromagnétiques dont on commence à reconnaître par l'assurance maladie la nocivité sur la santé humaine, puisque l'assurance maladie le reconnaît comme maladie professionnelle. Et dans le monde de la santé, on est très exposé. Bandeaux tête de lit, lits électriques, couveuses, de multiples appareils pour lesquels aujourd'hui on a un devoir, puisque c'est dans le code du travail, de protéger la santé de ses salariés des émissions de champs électromagnétiques. Enfin, il y a le respect des droits humains. Ça, c'est le point le plus compliqué, c'est pour ça que je l'ai mis tout à la fin. Le reste, je ne vais pas dire que c'est facile, mais le reste bénéficie d'indicateurs et d'une grande expérience en France aujourd'hui. Sur le respect des droits humains, c'est beaucoup plus compliqué. À part aller sur place, eh bien, je ne vois pas trop comment on peut avancer. Sur ces critères de choix, je vais vous montrer quelques documents rapidement, mais vous aurez ces supports. De toute façon, je me suis engagé à les fournir à Paul Boucherie. Ça, c'est un travail qu'on a réalisé pour la DGOS. Je ne peux pas tous vous les fournir, puisqu'il y a une quinzaine comme ça de fiches actions qui permettent de donner à des acheteurs les éléments de critères de choix de produits ou de services. Là, on est sur des biberons jetables à usage unique pour du lait dans les maternités. Déjà en soi, on est sur un délire absolu, hein, c'est-à-dire que continuer en 2022 à donner par jour 8 biberons jetables à usage unique, plus les collerettes, plus les tétines que nous jetons, que nous ne revalorisons pas, ça fait 9 millions de biberons par an qui sont jetés. Là, déjà en soi, c'est du grand délire. Mais si on va un peu plus loin, dans les marchés, eh bien, la DGOS, hein, Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé, nous a confié comme mission de travailler sur les critères de choix. Ce que je vous montre là, 100% des acheteurs hospitaliers ont à disposition une quinzaine comme ça de fiches achats réflexes. Alors ça va loin hein, sur la qualité d'usage, la fabrication, sur les analyses que l'on peut demander. On a défini très clairement sur du lait quels sont tous les produits et la composition du lait qu'on peut demander. Hein. Est-ce qu'il y a du lait déjà dans du lait infantile? Parce que dans beaucoup de l'infantile, il n'y a pas de lait. Donc c'est peut-être la première question. Et puis l'idée, c'est de savoir eh bien, s'il y a des perturbateurs endocriniens, des nanoparticules, de l'huile de palme. Bref, connaître la composition exhaustive. Et ces fiches actions, elles existent pour d'autres types de produits, même pour les médicaments, pour les denrées alimentaires, hein, où on a précisé sur une fiche tous les labels qui Oui, peuvent exister pour oui, les acheteurs hospitaliers. oui, Olivier, désolé de l'interruption. Oui, c'est Leslie Benavides du laboratoire Ready Pharma. Je voulais savoir juste si avec les supports, on peut avoir la fiche justement des produits hospitaliers, des médicaments. Vous aurez mon support intégralement. Super, merci beaucoup. Du coup, dans une politique d'achat, eh bien, une fois qu'on a défini des critères très précis, bien, l'idée, c'est de travailler avec une centrale d'achat engagée et évaluée, parce qu'en France, il y a une quarantaine de centrales d'achat hospitalières. Pour moi, il y en a 2 qui sont véritablement engagées et évaluées chaque année. Donc, je ne vais pas faire leur promo, je ne suis pas actionnaire chez eux, mais il y en a une, vous la connaissez, c'est celle qui aujourd'hui nous fait faire cette présentation. Donc ça, c'est le premier point. Et bien sûr, d'avoir des fournisseurs qui soient évalués et engagés. Et aujourd'hui, vous connaissez, vous répondez les uns et les autres à l'indice vert. Si vous n'y répondez pas, j'en profite pour vous passer un message. Je vous engage vivement à le faire parce qu'aujourd'hui, on fait des réunions régionales auprès de tous les adhérents de la CAP. C'est moi qui participe à toutes ces réunions et je dis partout, bien évidemment, sans le cacher auprès de vous, hein, qu'il faut privilégier tous les fournisseurs qui sont classés A++, A+, et A, au détriment de ceux qui ne répondent pas ou qui ne sont pas classés pour justement que vous soyez soutenus dans votre effort quotidien sur ces sujets-là. Ça, vous le connaissez, hein, c'est le catalogue de la CAP qui met en lumière certains fournisseurs qui ont répondu avec le classement. Voilà, ça, c'est ce qui est à la disposition de tous les adhérents de la CAP en France. Enfin,
en type de conclusion. Ça ne sera pas une conclusion, mais en type, je tiens à vous faire une alerte, que ce soit pour vous dans les prestations que vous vendez ou pour les prestations que vous achetez. Attention, très grande vigilance aux allégations trompeuses, voire mensongères de certains fournisseurs aujourd'hui, qui sont un leurre et qui sont extrêmement dangereuses à mon sens. Je vais vous en montrer quelques-unes. Pour ceux qui ont fait de la chimie, j'imagine que vous connaissez tous le O4. Voilà, ça c'est vendu en pharmacie, hein, c'est de l'eau soi-disant enrichie en oxygène, ça vaut 5 euros la canette, c'est H2O plus O4, ça n'existe juste pas. Le O4 n'existe pas, c'est un leurre, mais ça fait un carton en pharmacie. On s'en est occupé, ce produit n'est plus en vente, mais ça fait un carton en pharmacie. Donc il y a des dizaines de produits aujourd'hui avec des allégations. J'aime beaucoup celle-là aussi, hein. Ça, c'est vendu dans des maternités, hein. Je ne vais pas cacher les marques. On vous dit que c'est une eau de Cologne sans alcool pour les nouveau-nés, donc il ne faut pas mettre d'alcool sur la peau d'un nouveau-né, c'est bien connu. Mais quand vous lisez la composition, vous n'avez que de l'alcool. Donc j'attire vraiment votre attention, d'une part pour que vous ne fassiez pas ça, les uns et les autres, mais que surtout vous fassiez très attention quand vous achetez, parce qu'il ne suffit pas de maîtriser la composition, il ne suffit pas de maîtriser les labels ou les allégations, il faut maîtriser la totalité des compositions des produits ou des services que nous achetons. Je vous propose que l'on échange maintenant sur ces dynamiques de politique d'achat, sur ces différents critères. J'imagine que vous avez des affirmations ou des interrogations. Je suis à votre disposition intégralement. Oui, bonjour. Julie Goujon du laboratoire Aguettant. Vous avez parlé d'une obligation à partir de 2025 pour les analyses du cycle de vie. C'est une obligation, je n'ai pas connaissance de ça, c'est réglementaire, c'est quoi? Oui, c'est dans la loi climat et résilience. Les décrets d'application ne sont pas sortis, mais dans la loi climat et résilience, au chapitre je ne sais plus combien, on nous explique bien clairement que de toute façon, il va falloir réduire notre empreinte carbone directe et indirecte, et que pour cela, nous aurons demain les analyses du cycle de vie des produits qu'on achète. Donc les décrets d'application ne sont pas sortis, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est facile de dire ça, hein, mais moi, quand je vous dis ça, je me positionne plus en papa et en citoyen qu'en professionnel, quand je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je pense que les uns et les autres, on vit dans une époque extrêmement compliquée, avec de nombreux défis devant nous. Si on respecte la réglementation, et juste la réglementation, on va dans le mur, tous ensemble, collectivement. Tous ensemble. Et je trouverais dommage, parce que toutes les solutions existent aujourd'hui dans le monde et en France et en Europe pour réduire notre empreinte, pour réduire nos usages, pour résoudre les défis qui s'offrent à nous dans un monde qui, dans 15 jours, va passer à 8 milliards d'humains. Dans 15 jours, on est 8 milliards sur la planète. Chaque année, le solde des naissances et des décès, c'est 100 millions de personnes de plus. Eh bien, si on continue à faire n'importe quoi, à rejeter, à gâcher, on va dans le mur, collectivement. Donc, il y a une réglementation qui dit aujourd'hui, pas besoin de faire le bilan d'émissions de gaz à effet de serre si on a moins de 500 salariés. Je vous engage à faire votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre chaque année pour montrer que vous y arrivez, pour vous donner envie d'agir, pour donner envie d'agir à vos collaborateurs et pour trouver des idées. Nous, on est une petite structure. Vous voyez, on est à Béziers, on est 40 personnes. Je peux vous dire qu'on n'a pas la planche à billets dans la cave, on a un modèle économique super fragile. On fait notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre chaque année. Chaque année, on se réunit en équipe, on cherche les solutions pour réduire, pour baisser, et c'est un défi de tous les jours. Je vous engage à être dans la même dynamique sans attendre la réglementation. Si vous ne fournissez pas l'ACV, Olivier, vous ne pourrez pas participer à l'éco-conception des soins. Oui. Juste une petite question. Pour les laboratoires qui ont fait partie d'un groupe international, est-ce qu'il a des certifications internationales? J'ai vu les indices verts certification, mais je ne suis pas sûre si c'est qu'en France ou c'est aussi international. Comment on fait pour valider, on va dire, nos certifications internationales? Parce que bien sûr, on les a. Alors, certification internationale, moi, j'en connais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que l'indice vert, c'est quelque chose qui n'est pas déclaratif, mais qui est contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a 500 fournisseurs aujourd'hui qui répondent à la CAP. Les collaborateurs de l'agence Primum Non Nocere et de la CAP analysent les données, reviennent vers vous, vous posent des questions, et on n'est pas sur du déclaratif. Le problème, c'est qu'il existe des certifications internationales, que je ne vais pas citer, vous devez les connaître, qui sont juste déclaratives. Moi, je suis EcoVadis, je suis Bicorp, je suis tout ce que vous voulez, mais c'est déclaratif, il n'y a pas de contrôle.
Donc, ce que fait la CAP aujourd'hui, c'est d'analyser l'engagement RSE des fournisseurs pour conseiller aux établissements de santé d'acheter ceux qui sont les plus engagés, les plus vertueux. Ok, Bonjour. merci. Rachel Martin, laboratoire MSD France. Par rapport au cycle de vie, vous parlez, enfin, les attentes vont être sur le cycle de vie vraiment du produit, mais ou également des matières premières qui constituent ce produit. Oui. C'est-à-dire qu'il vous faut vraiment oui. de bout en bout. Oui, l'analyse du cycle de vie, ça intègre la composition complète du produit. Quand je vous cite par exemple que dans certains dispositifs médicaux en cardiologie, on retrouve de l'or, du platine et de l'iridium, si vous ne le dites pas, on le jette, on le détruit. Enfin, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on est des adultes responsables. Moi, on a organisé l'année dernière avec Paul une réunion à la CAP en invitant le LEM, le SNITEM, beaucoup d'industriels sur justement les métaux précieux ou le verre médicamenteux. On n'a eu juste personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. Personne n'est venu nous disant on n'est pas concerné. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, ne pas dire que dans un dispositif, je mets de l'iridium. L'iridium, il faut savoir ce que c'est. C'est un métal précieux qui vient sur les météorites. C'est-à-dire que ça vient du ciel. Il faut une énergie phénoménale, une main-d'œuvre incroyable pour aller chercher ce métal. 120 000 euros le kilo. Et nous, on est assez fous pour le mettre dans les dasseries et le détruire. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, il faut le revaloriser. C'est inéluctable. On n'aura pas assez de métaux précieux et de terres rares dans les années à venir pour construire nos bagnoles et nos différents outils. Il n'y en aura pas assez. Et aujourd'hui, on est détruit. C'est fou. Est-ce que ça figure quelque part? C'est-à-dire, est-ce que c'est documenté dans la loi ou quelque part pour que nous, par exemple, on le fasse remonter justement à nos dirigeants? C'est la CV. C'est justement la dynamique de la CV, si vous voulez. C'est ça qui va changer la donne. Dans la CV, vous serez obligé de dire voici, dans la composition, voilà, je prends n'importe quoi là, je prends ce stylo, ce stylo, c'est quoi? Du plastique, du métal, une espèce de feutre, de l'encre. Pourquoi je l'achète? Celui-là par rapport à un autre. OK, il y a le côté du prix. Et si on est dans une politique d'achat responsable, il y a l'empreinte de mon produit, l'empreinte globale. Est-ce que ce truc-là est revalorisable? Est-ce qu'il est rechargeable? Quel est le nombre de kilomètres qu'il a fait? Est-ce que je peux privilégier un produit local qui a réalisé moins de kilomètres? Prenons l'exemple des masques à usage unique. Pardon pour les fournisseurs qui sont en ligne et qui vendent des masques à usage unique asiatiques. Pardon, j'en suis désolé. Mais on est dans un pays qui, depuis la crise, a ouvert 20 industries pour fabriquer des masques français, quasiment tous biosourcés et éco-conçus. 20 sociétés, avec dans des villes comme Toulouse, 700 emplois qui ont été créés. Moi, je suis fan de ça. Franchement, si on veut sauver le monde, il faut revenir sur de la localité. Pourquoi acheter des masques en Chine qui vont faire 273 000 km pour venir dans mon bloc opératoire et partir à la poubelle, alors que j'ai une usine à Montpellier, à Toulouse, à Reims. Donc, c'est l'analyse du cycle de vie qui va nous dire ça et qui va nous montrer qu'en plus, ces matières étant biosourcées et éco-conçues, on peut en plus les revaloriser. C'est-à-dire, on fait coup double. Vous avez des boîtes aujourd'hui en France qui récupèrent les masques, qui les revalorisent, qui les transforment en console de voiture, banc de jardin, arrosoir. C'est ça qui va sauver le reste du monde dans quelques années. C'est de l'économie circulaire. Et cette économie circulaire n'est possible que si tout le monde s'entend sur une gestion raisonnée des ressources. Mais pour ça, on a besoin de travailler tous ensemble. Ça ne peut pas être l'un contre l'autre, c'est vraiment tous ensemble. Et quitte même, je suis capable de vous dire un truc, quitte même à payer plus cher un produit s'il est plus local, etc. Ça peut se faire. L'État a même sorti une circulaire, j'imagine que vous la connaissez, en décembre 2021, disant, je vous le cite, que les masques à usage unique et les gants ont une empreinte carbone colossale depuis la crise Covid et qu'il faut privilégier l'achat de gants et de masques français et que le surcoût serait financé par l'État. Ça, c'est un travail de lobby entre des industriels, des établissements de santé envers la DGOS. Faisons ça. C'est-à-dire, créons des emplois dans notre pays, protégeons la santé de nos collaborateurs et de nos parties prenantes dans le pays plutôt que d'importer des produits pour lesquels on n'a souvent même pas la composition. Donc, je comprends que ce ne soit pas facile de tenir ce discours pour convaincre vos directions. J'en conviens aisément. Ça, c'est notre métier. Mais je pense qu'il faudra comprendre qu'il va falloir aller au-delà de la réglementation et que ceux qui ne le feront pas auront deux problèmes. Le premier, ça va être un manque d'attractivité auprès des clients. Et le deuxième, surtout le pire, auprès des compétences. Pour moi, une stratégie RSE, une stratégie d'éco-conception des organisations, c'est de ça dont on parle, d'éco-conception d'organisation. Les entreprises françaises ou les collectivités qui n'auront pas travaillé là-dessus, et sur le long terme, ça ne se fait pas en 2 jours, ne seront plus attractives dans les années à venir, ne pourront plus recruter de compétences. Je le vois déjà dans mon quotidien, dans mon univers,
Tous les jours, je m'aperçois de ça. Donc, si les dirigeants ne comprennent pas, les dirigeants qui ne le comprennent pas vont se planter. Par contre, ceux qui le comprennent ont des magnifiques parts de marché à prendre. C'est pas tellement de ne pas comprendre, c'est qu'on aurait en fait besoin d'appui documentaire officiel pour dire à quel point, quel niveau d'information on a besoin d'aller chercher et de recenser aujourd'hui. Vous avez encore une fois plusieurs lois et réglementations. Vous avez quand même beaucoup de choses dans la loi Grenelle 1 et 2. Vous avez la loi climat et résilience, la loi AGEC qui traite de ces sujets. Vous avez le plan national santé-environnement et toutes ces déclinaisons en plans régionaux santé-environnement. Il y a une foultitude de lois de réglementation. Il y en a plein. Plein. Et puis des décrets à venir, encore une fois. Les décrets d'application pour le secteur de la santé sur les ACV, les dispositifs médicaux et les médicaments n'est pas sorti. Est-ce qu'il sortira quand? J'en sais rien. Je veux dire, on est sur une telle instabilité politique, je ne peux pas vous le répondre. Mais c'est devant nous. Nous, on est en train d'essayer, quand je dis nous, c'est l'agence Primum, mais j'y arrive pas, je n'ai pas le modèle économique de ce que je vais vous dire. On est en train de chercher des moyens de le faire. On est en train d'essayer de créer un logiciel d'éco-conception des soins à double entrée. C'est-à-dire que c'est un logiciel dans lequel on rentrerait l'ACV des 500 dispositifs médicaux les plus utilisés dans le monde de la santé que nous ferions, nous, pour fournir aux établissements de santé un outil d'éco-conception des soins, mais pour vous fournir aux industriels un outil d'ACV simplifié qui serait en ligne, qui permettrait de le faire facilement, aisément, puis à moindre coût, parce que faire un ACV, c'est très cher aujourd'hui. Nous, une ACV, c'est 15 jours de boulot. Donc, il faut arriver à l'industrialiser, sinon ça ne se fera jamais. Et donc, 15 jours de boulot, on ne peut pas faire 15 jours de boulot par outil, par dispositif. Il n'y a même pas la ressource humaine, je ne parle même pas d'argent, il n'y a même pas la ressource humaine et des compétences en France pour le faire. Donc, il faut l'industrialiser et il faut créer du logiciel. J'ai perdu tout le monde? Valérie Coeffet, laboratoire Merck Serono. Vous avez parlé au Grand Rex d'un futur travail sur le recyclage du verre. Oui. Super, merci beaucoup de me relancer là-dessus. J'aurais oublié d'en parler. D'ailleurs, ça me rappelle, petit message interne, Paul et Jeanne, il ne faut pas qu'on se quitte ce soir sans qu'on ait parlé de fixer la date prochaine sur la revalorisation du verre médicamenteux. Je referme la parenthèse, mais attrapez-moi au vol tout à l'heure. En effet, ça fait quelques années qu'on est là-dessus, puisqu'il n'y a pas de filière en France de revalorisation du verre médicamenteux, pour plusieurs raisons. C'est que les hôpitaux trient pas, donc on ne connaît pas le gisement, en fait. On ne connaît pas le gisement de cette matière. On l'a fait juste sur quelques établissements et on arrive très, très vite à plusieurs centaines de tonnes. Certains fournisseurs industriels se sont rapprochés de nous, nous disant moi aussi, j'ai de la casse sur mes ateliers de fabrication, j'ai 50 ou 100 tonnes par an. Donc, du coup, on a réussi à motiver un industriel des Hauts-de-France qui va lancer cette filière. J'ai rendez-vous avec eux, ils viennent à Béziers nous voir dans un mois. Cette filière va être lancée en 2023. Donc, il va y avoir une première filière dans les Hauts-de-France. Donc, moi, je cherche plus particulièrement des industriels, fournisseurs, établissements de santé qui seraient plutôt dans la partie nord de la France, parce que l'idée, c'est pas de prendre du verre médicamenteux à Perpignan et le faire monter à Lille. On voudrait arriver à monter un vrai pilote. Donc, le coup est parti, c'est sûr. Donc, si vous êtes dans cette dynamique, surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et nous allons fixer tout à l'heure, avant de nous quitter, une date de réunion, très certainement décembre ou début janvier, pour réunir les établissements et les industriels qui seraient en capacité de rentrer dans cette opération pilote. Ok, merci. William, si vous m'entendez à titre de culture générale plus que sur le verre médicamenteux dont vous venez de parler, je suis en débat avec mes enfants, moi aussi, qui sont universitaires, et un fils me disait avoir vu des vidéos qui étaient pas si positives sur le recyclage du verre. Si vous avez des arguments pour aller dans le sens. Alors là, je vais être très clair. Dans le sujet de la RSE, la vie m'a appris à vivre. Il n'y a pas de dogme, en fait. Et surtout, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « ceci est bien, ceci est mal », barrez-vous, parce que ça n'existe pas, en fait. Que l'on parle, quel que soit le sujet de la RSE, il n'y a pas de dogme. Est-ce qu'il vaut mieux recycler du verre ou pas? J'en sais rien. Ça dépend de quel sujet on parle. Là, aujourd'hui, ce que je sais en fonction des régions qu'on a analysées, si je prends la région que l'on a étudiée, on détruit par incinération des centaines de tonnes de verre par an
Et en face, je peux vous affirmer qu'on commence à manquer de silice pour fabriquer le béton et que les vignerons ont un nouveau problème, ça peut faire sourire, c'est pas l'eau, c'est pas la sécheresse. Dans les années à venir, ils craignent de plus avoir de verre pour faire des bouteilles. Donc, sur ce sujet-là, imaginez de revaloriser du verre, oui, ça a du sens. Oui, merci. Mais une revalorisation, on est bien d'accord, des fois, il vaut mieux détruire un truc plutôt que de faire des centaines de kilomètres. Quand on parle aujourd'hui de reprocessing en France, on nous bassine avec ça depuis 10 ans. On nous dit l'Allemagne fait du reprocessing. Oui, c'est très bien. En Allemagne, si j'habite à Berlin et que j'envoie ce truc-là qui va être réutilisé, décortiqué par vous-même, industriel, et reconditionné et stérilisé en Allemagne, super. Mais si de Perpignan à Roubaix, à Narbonne, je dois faire un aller-retour en Allemagne, mon empreinte carbone, elle explose. Donc, c'est du sur-mesure, c'est de la haute couture, la RSE, c'est pas du dogme. Merci. Une dernière intervention? Laetitia, je vous ai vu très attentive. Ah oui, je m'amuse à vous piéger parce que vous êtes la seule à avoir une caméra. Du coup, je ne m'adresse pas à un ordinateur noir, mais à un vrai Jean. C'est cool. Oui, bonjour à tous. Donc, Laetitia Grace, Société Assipa. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants dans les produits médicaux, pharmaceutiques. Nous, on est plutôt référencé à la CAP pour tout ce qui est consommable d'impression et matériel d'impression. C'est la première fois voilà, que j'ai l'occasion de participer à ce genre de webinaire. Donc, c'était intéressant pour moi. Il y a des choses déjà qu'on met en place, nous, au sein de Assipa et qui auraient le mérite d'être mis en avant auprès des adhérents, notamment la collecte de consommables et tout ce qui tourne autour de la revalorisation des consommables. Donc, je pense que ça, c'est des arguments qu'il faudrait qu'on mette en avant auprès des adhérents. Et à mon sens, aujourd'hui, on ne met pas assez, justement, en avant cette prestation. D'autant plus si vous me dites Bravo, que les adhérents sont sensibles. Oui, et de plus en plus, si vous voulez, on le voit bien, c'est une question générationnelle. Les quinquas sur le sujet ne sont pas très branchés, il faut être clair. Moi, je suis de cette catégorie-là. Par contre, les jeunes générations qui arrivent sont très branchées par ça. Moi, j'ai eu des expériences récemment où j'ai fait des mesures de qualité d'air intérieur dans des EHPAD. Et quand j'arrive avec les appareils pour mesurer champ électromagnétique et qualité d'air intérieur dans des EHPAD où vous avez 30 systèmes d'imprimantes, photocopieurs et autres, l'appareil change d'unité parce que ça dégage dans l'air des composés organiques volatiles, c'est des appareils électriques qui génèrent des champs électromagnétiques. Demain, tous les produits ou procédés qui vont réduire les impacts sur la santé humaine ou sur l'énergie ou sur l'environnement seront privilégiés. Il n'y a pas besoin d'être devin pour raconter ça. C'est l'histoire qui est en train de s'écrire, inéluctablement. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on va être 8 milliards dans quelques jours. Je me rappelle très, très précisément en octobre 2010, j'ai fait un article en disant waouh, on va être 7 milliards le 31 octobre 2010. Ça m'avait marqué à l'époque, j'avais 10 ans de moins. Et là, quand je suis en train de regarder les chiffres, on est 12 ans après, c'est 8 milliards. Dans l'espace de ma courte vie, l'espèce humaine est passée de 3 milliards à 8. Voilà, on ne peut pas consommer de la même manière, c'est pas possible. Il va falloir faire autrement. Donc, tous les efforts que vous faites, il faut le dire, il faut le mettre en lumière. Et plus vous allez le dire, plus vous serez obligé de le faire aussi. C'est lié. Tout à fait. Bonjour, Stéphane Ratignier, Clean100. Bonjour. Vous avez soulevé deux problèmes très intéressants pour nous. Le premier, c'est celui de lire les FDS quand vous faites un achat pour les produits d'hygiène et les produits de désinfection, par exemple. Il faut savoir que nous, en échangeant beaucoup avec des acheteurs, tout le monde n'est pas formé à la lecture d'une FDS. Elles sont souvent très longues. Il faut savoir que pour partie, même si elles sont écrites par des cabinets indépendants, la FDS est déclarative. On parle pour les produits d'hygiène, hein, pas pour les biocides. Donc, il peut résider une technique à produire des FDS avec énormément de profondeur de page, ce qui rend la lecture pour un acheteur dont ce n'est pas la formation très compliquée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a un acte simple, c'est quand on fait un appel d'offres, un marché. Pourquoi vous parliez de la validité des labels? Il faut savoir que dans le domaine de l'hygiène, les labels sont souvent des labels indépendants. Donc,
chacun fait son label, et principalement les industriels, ce qui permet de donner à l'acheteur la sensation que quand il achète un produit éco-labellisé, il est dans le bon droit de son acte RSE dans son achat. Et en fait, quand vous allez dans la profondeur de la FDS, il y a une vraie opposition entre la réalité de la FDS et la mise en avant du label. Donc ça, c'est un point intéressant. Donc nous, on revendique et on lutte auprès du gouvernement actuellement pour que les appels d'offres soient simples et disent, s'il y a un pictogramme, c'est un produit dangereux. S'il y a un impact sur la nature, ce n'est pas un produit RSE. Et à partir de là, si vous mettez sur un appel d'offres pas de produits à pictogramme et pas de produits qui sont négatifs pour l'environnement, ça, vous donnez à l'acheteur un acte de simplification dans sa démarche RSE. Oui, clairement, mais je pense que ça n'empêche pas les acheteurs de maîtriser la composition des contenants et des contenus aussi pour monter en compétence les uns et les autres, parce que ça me paraît important. Sachez qu'il y a des formations qui existent. On est en train de créer même un diplôme universitaire de l'achat hospitalier, d'achat responsable hospitalier, qui ouvrira en septembre 2023 à la fac de Montpellier. Alors, pourquoi vous n'abordez pas du tout dans l'échange la question du prix? Parce que vous exprimez pour tous les acheteurs que c'est bien d'acheter en local et de faire un petit effort sur le prix. Mais il faut savoir qu'il y a une autre réalité. Nous, on est en train de lancer la première bouteille compostable au local au monde. Donc, on peut mettre dans le compost dans le jardin des hôpitaux. On pose des questions aux acheteurs. Est-ce qu'éventuellement, vous accepterez de payer un petit peu plus pour avoir un impact plastique à zéro? Et ils nous répondent en toute bonne foi, le problème, c'est le budget. On a des budgets à tenir. Donc, comment vous faites pour soutenir l'innovation et la volonté RSE, et d'un autre côté, d'être en phase avec le budget des acheteurs des hôpitaux? Si on parle du prix, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure sur le lobbying nécessaire et qui commence à être réalisé sur notamment les masques et les gants. Donc oui, ça se fait. Simplement, il y a un problème. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est la formation des acheteurs, bien évidemment, au coût global, parce que les acheteurs ne sont pas ne sont pas formés à la logique du coût global. Et aujourd'hui, en France, personne n'est chargé de cette dynamique du lobbying éthique. Donc, on a ces deux problèmes à résoudre et on a 10 ans pour le faire. Ça ne se fera pas en claquant des doigts. Et on est peu nombreux à s'engager là-dedans, très clairement. Et nous, par exemple, on pense que des entreprises qui se transformaient en entreprises à mission, c'est déjà une garantie pour l'acheteur. C'est un des sujets. D'accord. Et vous le trouvez bien ou pas bien pour vous? Je suis fan. Nous sommes la première société à mission en France, puisque nous avons changé nos statuts le 2 janvier 2020, avec un texte qui est sorti le 31/12/2019. Et donc, nous avions travaillé depuis 2 ans sur le sujet. On est société à mission, on a été audité, accrédité. Et sur 700 sociétés à mission dans le pays, 20 ont été auditées, on en fait partie. Donc, j'en suis fan. Je fais des accompagnements de sociétés à mission et je porte les sociétés à mission au plus haut parce que c'est pour moi une clé, en effet. Ok, donc nous, le fait qu'on ait une volonté de transformer notre entreprise à mission, pour vous, ça a un sens. Ça a un sens, oui, tout à fait. Ça a beaucoup de sens. C'est pour moi une révolution dans le monde de l'entreprise et c'est une des révolutions aussi fortes que la loi de 1901 qui a créé les associations. Donc oui. Ok, super. Merci de votre échange. Je vous en prie. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là. De toute façon, Paul Boucherie vous enverra le support et les éléments et on reste à votre disposition. Les prochains webinaires sur la thématique du coût global, justement, sera le, si je ne me trompe pas, 24 novembre. Paul, c'est bien ça? C'est bien le 24 novembre. Eh bien, super. Une bonne santé à tout le monde. Juste une question avec les documents de support. Est-ce qu'on peut avoir l'information aussi de l'école des acheteurs publics des médicaments que vous avez parlé aussi? Juste à Montpellier. C'est pas l'école pour les médicaments. C'est un diplôme universitaire qu'on est en train de créer. On a fait tout le programme. Ça va être validé par l'université pour ouvrir en septembre. C'est un diplôme universitaire sur l'achat responsable hospitalier. Achat responsable hospitalier. Oui, ça aussi, s'il vous plaît, les infos. Je vais avoir du mal à vous l'envoyer parce qu'on est en train de le créer, si vous voulez. On a créé un premier diplôme universitaire à Montpellier qui marche. Ça, je peux vous l'envoyer, qui est le droit et gestion du développement durable en santé. Voilà. Très global. Et voilà, pour les gens qui on habite à Montpellier. Oui. Enfin, il n'y a pas que des gens de Montpellier. Il y a des gens de la France entière qui viennent. Ok, parfait.
Merci. Voilà, donc celui-là existe et l'an prochain, un autre diplôme universitaire exclusivement sur la technique d'achat responsable hospitalier. Donc, je ne vais pas l'envoyer aujourd'hui aux gens qui sont là parce qu'on est nombreux et ce n'était pas l'objet du jour. Si vous voulez que je vous l'envoie, il n'y a aucun problème, mettez-moi un mail, je vous fais suivre et je vous mets en direct avec l'école pour avoir tous les documents à jour. Parfait, merci. Parfait. Il nous reste à vous remercier de votre participation. Merci beaucoup. Et à ceux qui le veulent, rendez-vous le mois prochain, 24 novembre, même heure. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.